Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy sur le forum Bois Construction qui vient de débuter. Vient également d'être inauguré les totems et nous allons parler des totems. Avec nous pour en parler Olivier Miziski, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, Ramdam, c'est ça? Atelier d'architecture Ramdam. Atelier d'architecture Ramdam. Très rapidement, une petite présentation de Ramdam. Alors l'atelier d'architecture Ramdam, c'est une agence qui s'occupe, qui est très sensible à toutes les problématiques de process, donc d'être dans un processus ouvert où plutôt que de s'intéresser à la finalité d'un bâtiment livré, on s'intéresse à l'ensemble de son processus de fabrication, de sa source jusqu'à son potentiel à remploi. Et donc naturellement, on est sensible à la matérialité, aux matériaux biosourcés, etc. Et au bois. Et au bois, bien naturellement, puisqu'on vient d'avoir le prix national de la construction bois 2018. D'accord. Et vous êtes aussi enseignant. À côté de vous, un autre architecte. Bonjour, vous êtes Alexandre Schrepfer. Oui, bonjour. Vous êtes donc vous-même enseignant. Vous travaillez dans une agence aussi. Vous avez votre agence? Oui, je suis praticien, Alexandre Schrepfer, architecte. Voilà, c'est une agence pluridisciplinaire qui travaille sur des projets à différentes échelles et donc enseignant à l'école spéciale d'architecture, à la fabrique collective. Et on va parler de la fabrique collective avec votre voisine, Fabienne Bull, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte oui, vous bien aussi, sûr. enseignante aussi. Et votre agence? Moi, mon agence existe de longue date et architecte associé, parce que j'ai effectivement des associés avec moi. Et nous travaillons sur différents projets dans le monde du public. On a encore cette chance de travailler effectivement dans le public. Et puisque c'est le lieu du bois et de cette réalité constructive, nous travaillons avec le bois depuis toujours. Ce n'est pas une découverte, mais c'est un matériau privilégié dans les différentes échelles et les différentes capacités à ce qu'il puisse apporter une dimension de matérialité, comme on dit, et d'imaginaire et d'usage. D'usage et de confort. Voilà. Sur la fabrique collective, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? De quoi s'agit-il? Tout simplement, nous sommes là, au titre vérassement architecte, artiste, théoricien qui forment effectivement cette fabrique collective, puisque nous avons Aurélie Godard avec nous, nous avons Yana Revedine avec nous, et nous avons eu cette année les compagnons. La fabrique collective est un domaine d'expérimentation créé depuis 3 ans, c'est sa 4e année à l'école spéciale d'architecture de Paris, dans lequel nous avons des étudiants que nous prenons, on peut le dire comme cela, en master sur 4 semestres, et nous les prenons dans un premier semestre qui a été le cas effectivement des étudiants qui sont intervenus sur le travail des totems jusqu'à effectivement la fin de leur diplôme. Donc c'est un engagement de leur part et d'une autre pour emmener des étudiants dans une formation d'architecte. Formation d'architecte, donc on ne travaille pas que le bois. Bien sûr que non, on ne travaille pas que le bois, et la fabrique ne travaille pas que le bois. La fabrique a plutôt jusqu'à présent travailler sur des projets en centre-bourg avec les matériaux disponibles, que ce soit la terre, que ce soit la brique, que ce soit le bois. Voilà. Et là, l'opportunité était différente. C'est la première fois que la fabrique collective reçoit une commande, on va dire comme ça. Et voilà, par Nicole Valquizer, vraiment, qui nous a donné cette opportunité et ce plaisir de travailler et de mettre dans le cadre de l'enseignement le travail du savoir-faire par les compagnons. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, si je prends la chaîne du processus jusqu'à la fin, j'estime que nos totems sont un démonstrateur d'usage, de site, de lien à la temporalité, au climat. Voilà, c'est très beau sous la pluie, c'est aussi beau que sous le soleil. Beau, voilà, la dimension d'un site. À Épinal, vous êtes dans une charge émotionnelle différente parce que la place est plus petite, plus tenue. Donc les totems, on peut presque dire les totems n'en font plus qu'un à Épinal et devient un élément presque d'un monument, c'est comme un monument, alors que là, on est plus dans du parcours, ce qui est le cas effectivement de Nancy, avec effectivement au cœur du bois, au cœur de la fibre, pardon, c'est ça, et puis la robe de la reine qui est en train de passer, voilà, qui était une autre démonstration aussi importante. Alors, sur la manière de faire, comment vous abordez ces choses? Alors, je ne sais pas lequel veut en parler, avec vos étudiants. Comment se passe cette synergie? Et puis ensuite, on verra comment ça se passe aussi avec les compagnons du devoir. Alors, assez simplement, c'est un travail donc, qui a démarré au mois de septembre dernier. La fabrique collective a décidé d'organiser le semestre sous forme d'une succession de workshops. Donc un semestre très intense de 5 workshops
qui allait, bon, on va dire, de la première approche du site, lieu, contexte, usage, pour ensuite développer les questions de l'assemblage, et puis très rapidement le détail qui s'est mis en place, les prototypes, et puis ensuite, pour finaliser, la construction qui s'est faite avec les compagnons entre Gennevilliers et Jarville, la Malgrange, à côté de Nancy. Les étudiants sont venus aussi construire avec les compagnons, c'est-à-dire qu'ils ont touché la matière. Ils n'ont Exactement, pas fait que, exactement. Ça a été l'enjeu, on va dire, de tout ce travail, c'était qu'il puisse y avoir cette rencontre entre différentes disciplines. Et donc, comment les étudiants, en sortant de l'école, peuvent aussi, en travaillant en dehors de l'école, peuvent aussi rencontrer d'autres professionnels. D'autres professionnels, des corps de métier qu'ils ne connaissent pas forcément. Exactement. Mais c'est tout l'enjeu de la fabrique collective. C'est à la fois être dans le faire. C'est porté dans le nom, hein, fabrique collective. Hein. D'être dans la fabrication, d'être dans la pensée à travers le faire, et d'être dans le collectif. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on ne construit plus tout seul, on ne fait pas tout seul, on fait avec toute une série d'acteurs, tous très différents. Et du coup, le principe des workshops qu'a expliqué Alexandre, c'était justement de créer ce pont pédagogiquement entre la réflexion, la recherche, à travers les workshops, on parlait de l'assemblage, où à un moment donné, effectivement, dans l'assemblage, c'était simplement étudier le principe même d'assemblage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les choses s'assemblent. Voilà, il faut que ça s'assemble, mais au fil, si j'ai bien compris, et, enfin, j'ai lu un petit peu sur la reine, là, excusez-moi, sur la couronne de la reine. Sur la robe de la reine. Et la robe de la reine, il faut absolument que ce soit démontable aussi. Hein. Oui, démontable, il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait toutes ces contraintes-là. Donc les compagnons étaient déjà là en support aussi de savoir, de connaissances sur toutes ces contraintes. Et après, le jeu s'est inversé. C'est-à-dire qu'au début, c'était les compagnons, avec Julien Lecarme, et notamment, surtout Julien Lecarme et Timothée qui est Timothée Musset, qui est à l'origine des chaises sur lesquelles on est assis, et du mobilier qui nous entoure. Ils sont venus à l'école d'architecture, et après, ça s'est inversé. C'est les étudiants d'architecture qui sont allés chez les compagnons, et qui ont partagé 2 semaines chez les compagnons, qui ont dormi avec les compagnons, qui ont travaillé avec les compagnons, qui ont mangé avec les compagnons. Donc et donc ils ont appris aussi à la maison des compagnons comme les compagnons. Qui ont aussi appris toute la philosophie qu'il y a derrière le compagnonnage. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce qui est important à la fabrique collective, entre autres par ce projet-là, ça a été de mettre en lien et ensemble des gens qui, dans la pratique professionnelle, qui travaillent depuis toujours, on redécouvre ou on veut absolument emmener dans la formation le lien entre effectivement une entreprise et un architecte par l'intermédiaire de métiers tels que effectivement ceux qui sont issus des compagnons, et de mettre ensemble des compagnons et des architectes. C'était aussi une manière d'enlever aussi des vieux clichés qui sont toujours d'actualité, hein, entre le fait que c'est quelque part l'architecte qui pense et que c'est le compagnon qui fait. Et ça, nous on souhaitait, nous le vivons, nous. Hein. Moi j'ai appris auprès de menuisiers, et c'est vrai que c'était important que les étudiants et les compagnons s'aperçoivent que quelque part le geste par l'outil est un geste pensé, il est issu aussi d'une réflexion, et que l'architecte, quand il pense, il ne sait pas à un moment donné toucher cette matière et la saisir et s'y confronter et la travailler durement, parce que ça a été pas facile pour ces étudiants, passionnant, mais quelque part je pense qu'ils ont saisi, ils ont grandi là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ne regarderont pas le bois et l'assemblage de la même manière, de la même façon. Voilà. Comment ils abordent la matière? Comment ils la touchent? Enfin, en gros, est-ce que vos étudiants connaissaient bien la matière avant? Et qu'est-ce qu'ils en ont ressorti? Alors, on ne les a pas ici, mais vous allez vous faire leur porte-parole. Une chose que l'on peut dire au sein de la fabrique, c'est que lorsqu'on entre à la fabrique, on est en immersion complète dans ce rapport à la matière. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui nous habite tous. Alors les étudiants, non, pas forcément. Certains, évidemment, par sensibilité, peuvent avoir eu déjà relation avec. Maintenant, nous, on essaye de leur transmettre en fait aussi
notre passion, ce rapport qu'on a avec la matière. Alors ça peut se faire de différentes manières, comme on l'a dit, ce n'est pas exclusivement tourné autour du bois, même si, alors là ça s'est présenté dans le cadre de cette rencontre, mais c'est qu'ils puissent appréhender la matière comme étant un élément inhérent à la question constructive, et de savoir que la notion de ressources, de local, territoire, c'est un rapport déjà à la matière, c'est une compréhension de la matière d'un territoire, et que en étant conscient de ces ressources, on peut réussir à mettre en place alors des architectures, des édifices, en ayant une pensée cohérente avec son environnement et le lieu dans lequel on travaille. Voilà, donc il y a une approche qui est vraiment globale, on va dire. Bien sûr. Tout à fait. Et pour revenir à la notion d'aménagement urbain, qui est la thématique dans laquelle on va présenter cet après-midi, c'est pour ça que d'un totem, jusqu'à présent c'était un totem, nous avons effectivement travaillé une déclinaison de ces totems et une histoire de totem qui fait qu'effectivement la dualité des deux, dont l'un est à la ressource du être local, l'autre l'épicéa local, démontre aussi des architectures d'usage. Et ça, c'était essentiel que ces lieux de conversation dans lesquels vous pouvez vous installer prennent une autre dimension justement dans cet aménagement urbain, que ce ne soit pas qu'un signal ou un objet de design pur et dur, on va dire cela comme ça, hein, même si tous ont été absolument passionnants dans les années précédentes. Mais voilà, Nicole nous a aussi permis quelque part. Je veux dire, c'est un commanditaire passionnant et intelligent qui a permis effectivement de nous laisser embarquer avec nos étudiants une histoire de projet. Voilà. C'était important que ce soit du bois local pour vous? Oui, c'est bien important, sûr. ça fait complètement sens avec le travail qu'on développe à la fabrique. Comme expliquait Alexandre, c'est la matière à prendre dans son ensemble. Ce n'est pas que la matière physique, c'est la matière aussi immatérielle, on pourrait dire. Comme si on fait référence au dernier livre de Yana Raveline, c'est-à-dire que c'est aussi la matière sociale, la matière et le rapport culturel que l'humain entretient avec son milieu. C'est-à-dire qu'il y a la matière, c'est ce lien entre le milieu et l'homme. Il y avait une conférence hier du japonais dont je me souviens plus le nom, mais qui expliquait ça de manière totalement claire. Comment au Japon justement il y a une interaction complète entre le milieu et la culture humaine, et comment le bois est essentiel non seulement dans les bâtiments et les constructions, mais aussi dans la culture et dans la manière de voir le monde. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de développer dans la fabrique. C'est de montrer qu'on ne peut pas déraciner les choses, on ne peut pas les séparer, on peut pas tout est à prendre, le tout à la fois. On a souvent tendance à dire que c'est le tout à la fois. Il faut prendre tout à la fois, y compris et surtout le milieu et la provenance des ressources. Donc le bois local, sur la ressource locale, on était donc là pour. Qu'est-ce qu'on a? On est sur du hêtre, donc pour au cœur de la fibre, hein, à gauche de l'écran. Donc on est sur vraiment la filière des Vosges, hein, donc cette filière qui développe autour de ce bois. Et puis sur du pin, sapin des Vosges également, au cœur de la reine. La robe de la reine, excusez-moi. Alors oui, on a du mal, c'est la couronne ou la robe de la reine. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ces deux totems et que vous nous les décriviez un petit peu, qu'est-ce qui fait leur complexité, qu'est-ce qui fait leur originalité. Alors je ne sais pas qui veut m'en parler. Bon, je peux juste rapidement, puis après Non, en fait, ce qui est intéressant dans ces deux totems, c'est qu'ils sont aussi à mettre en comparaison, c'est qu'ils développent chacun deux approches presque opposées. Au cœur de la fibre, ça parle davantage de la filière bois dans son ensemble et de passer de la matière aux matériaux. Donc on est dans une forêt, on est dans des troncs, on sent encore la présence. On sent encore le bois. Le bois n'est pas devenu un matériau de construction. Il est entre le matériau et la matière. Et à travers ça, il explique aussi toute la transformation de cette matière et toute la filière qui va derrière. Et donc on est dans quelque chose où en fait tout a été utilisé. C'est-à-dire qu'on a pris les grumes, elles ont été découpées, on en utilise le cœur pour faire les planchers. Et l'aubier et tout ce qui est autour reconstitue le tronc dans lequel on va pouvoir s'asseoir.
mais en même temps, ça reste, in fine, ça reste des planches et des bastings qui peuvent être totalement démontés et avoir un tout autre usage par la suite. C'est juste qu'à un instant T, ils ont été assemblés comme ça, et on est dans cette poésie très, très forte. On est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux. La robe de la reine, à l'inverse, on est plutôt dans quelque chose de performatif, où on a un minimum de matière pour essayer d'avoir la plus grande ampleur possible, et d'essayer de pousser la matière au plus loin de ce qu'elle est capable de faire dans sa texture. On est plus dans la démonstration technique, voilà. d'ordre technique aussi Oui, bah là on est vraiment dans une tension complète, on est à la limite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la robe de la reine, les paraboles sont la pointe supérieure des paraboles et en dehors du polygone central. Donc ça veut dire que les forces de gravité ont tendance à sortir du cercle et du coup à générer des tensions très fortes pour les. Donc on est vraiment à la limite de l'exercice d'élasticité du matériau. Ce qui est important, c'est effectivement dans ce contraste, on va dire la robe de la reine est plus sophistiquée dans son apparence, volontairement, puisque si on veut effectivement, on est dans le risque aussi de la matière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est au minimum de la section. Si on avait pu faire encore plus fin, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, son assemblage, soudainement, lui donne de la rigidité et lui donne effectivement son expression. Pour ça, elle est accompagnée de ferrures. Pour cela, elle a des éléments de câble. Donc, soudainement, il y a un autre matériau qui va l'aider. Alors qu'effectivement, les troncs, c'est aussi une façon de montrer que toute la matière d'un arbre, c'est aussi démonstrateur pour les habitants de Nancy. Moi, c'est ça qui m'apporte aussi. Parce que beaucoup de gens nous ont posé la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Heureusement, ils ne nous ont pas dit c'est quoi la matière, parce que bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Ils ont quand même reconnu le bois. Bien sûr, mais malgré tout, vous voyez, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on peut faire avec un arbre que effectivement que les gens, les usagers comprennent aussi que cette matière bois, il y a besoin de s'en servir, il y a besoin de construire avec. Et effectivement, de montrer pour le forum, c'était ça l'enjeu aussi, de montrer effectivement que le bois à multiples facettes n'est pas qu'un élément de produit qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est aussi une capacité au bois à se décliner. Soit dans sa brutalité, soit dans sa brutalité, ce qui a été le cas, soit effectivement dans son côté beaucoup plus sophistiqué et élégant, mais c'est une manière de revenir aussi à la source première, quoi. La transmission, à nouveau, on transmet, on revient à la question qui était expliquée quand on parlait du Japon juste avant, mais de pouvoir transmettre aussi à l'ensemble. Transmettre les savoir-faire, mais aussi transmettre la matière bois, enfin transmettre ce qu'elle apporte à la ville. Et puis ça va être peut-être ma dernière question. Par rapport, on était donc vous serez cet après-midi sur une conférence où on va parler du bois en milieu urbain. Quelle est votre vision à vous trois de ce bois dans le milieu urbain ? Pourquoi le mettre dans le milieu urbain, le bois ? Et ce sera votre conclusion à chacun. C'est une vaste question. Voilà, je ne sais pas si c'est une finalité en soi, en fait, de mettre le bois dans le milieu urbain, mais il est important que justement les matières, dont le bois, puissent dialoguer dans ce langage urbain qui existe aujourd'hui et qui a peut-être laissé beaucoup de place durant le XXe siècle à d'autres matériaux ou à d'autres éléments, et qu'on est conscient aujourd'hui que cette matière bois établit aussi un rapport vertueux, on va dire, un rapport intéressant en tout cas avec le vivant et avec l'humain. Sur cette question ? Moi je dirais que le bois a toujours été dans le milieu urbain. Donc quelque part... Non mais c'est vrai, a toujours été là. Sauf que quelque part il a fait partie effectivement des us et coutumes. Il n'y avait pas de revendication particulière et soudainement le bois il est devenu pour des petites choses rudimentaires et parfois pas très essentielles, et on a transformé ça dans du mobilier urbain. Vous voyez, quelque part on peut aller jusque là. Non, c'est pas du mobilier urbain, et c'est tout simplement une manière de dire mais ça a toujours été là. Donc regardez, on vous fait voir d'une autre manière, il est toujours là, il est à côté, il est dans votre forêt, hein, d'où la question tout à l'heure pourquoi ce bois là et pas l'autre, indépendamment des circuits courts, du bilan carbone, etc., dont on sait qu'il faut être très conscient de cela. Mais voilà, c'est une revendication pour dire, ne l'oublions pas, il est là. Ne l'oublions pas, il est là, il a toujours été là, mais il est encore là, il sera encore là sous d'autres formes, brutes ou moins brutes. Tout à fait. Exactement. Moi, j'ai souvent tendance à dire, enfin, le bois, c'est un matériau qui a la particularité d'être le seul matériau qui a une histoire aussi longue en tant que matériau de construction qu'en tant que matériau de mobilier. Et en fait, ce que je vois souvent dans le bois, c'est son accessibilité, sa proximité.
c'est très facile d'avoir une certaine proximité. Proximité avec le milieu dans lequel on est, le milieu dans lequel on habite, parce qu'on voit et on sait que c'est un matériau vivant, c'est un matériau qui a une histoire avant même d'être devenu un matériau, donc qui nous raccroche et qui nous ramène au sol et à la terre, et un matériau qui est quelque part facilement appropriable, facilement utilisé, aussi bien pour la construction que pour le mobilier. Donc c'est un matériau de proximité et qui est là avec nous, les hommes, depuis, comme le disait Fabienne, depuis des millénaires, depuis toujours. Donc en fait, ce qui est plutôt étrange, c'est de se dire que c'est plutôt étrange que ce soit l'inverse, qu'il n'y ait pas de bois dans le milieu urbain. Ouais. Merci d'être venu nous parler des totems et puis plus largement de la fabrique et de bois dans notre milieu, hein, sous nos fesses ici. Merci beaucoup. Une émission donc à retrouver sur le site de Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et bien sûr sur le site du Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.